Et bonjour à tous, comment ça va? Salut. Bonjour, bonjour. Tout le monde va bien? Bonjour. Ça va, super. Moi j'ai un super plateau. Très heureux d'être là. Bonjour à toi et merci pour l'invitation. Bah ouais, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Quelques années déjà. Ouais, quelques années, on s'est connus dans un autre cadre professionnel, je dirais mon ancienne vie de danseuse. Exact. Ben, tu restes une danseuse avec plusieurs activités, dont celle d'animatrice. Et ouais, je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Et ben moi aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, DJ Kim. Tout le monde le connaît dans notre communauté. Et c'est quelqu'un qui fait de super choses, un super animateur radio. Merci. Un producteur musical exceptionnel. Et franchement, voilà. Ben, je suis vraiment contente que tu sois là. Quel accueil. Franchement, on peut l'applaudir parce qu'elle nous met bien là. Je vous le dis tout de suite. Hein. Tu sais tout le bien que je pense de toi de toute façon. Je sais, merci en tout cas. On s'est suivi dans plusieurs aventures en plus. Moi je suis ravi parce que j'ai vu ton parcours et aujourd'hui être invité dans ton émission c'est du bonheur et voir les gens évoluer positivement, moi ça me fait kiffer. Voilà. Bah merci, moi aussi alors je me sens flattée là du coup. Colonel Réel. Bonjour, comment ça va? C'est un plaisir de te recevoir, tout le monde le connaît. Double oui. disque de platine s'il vous plaît, quand même, c'est pas n'importe qui. Donc tout le monde le connaît. Évidemment. Jade. Bah oui, une ref, un petit fredonnement. Un petit fredonnement. Aurélie n'a que 16 ans et elle attend un enfant, sa famille. Bravo. Est-ce qu'on a des petites musiques pour se rappeler de Col? Bah de toute façon tout le monde le connaît. Hein. Merci. Notre double disque de platine, vraiment une référence. Moi j'adore parce que j'écoutais ça à l'époque, c'était génial. Et surtout Aurélie. Aurélie c'était un... Voilà, et celui aussi. Ah, moi j'adorais Aurélie. Et pour petite anecdote, Aurélie revient sur TikTok en force. Du coup, moi j'ai une jeune fille d'ailleurs que j'embrasse, Lisa, qui m'a dit oh, tu reçois Colonel Réel. Elle a 23 ans. Elle m'a dit j'adore. C'est vrai. Donc ouais. C'est complètement fou parce qu'effectivement il y a une nouvelle génération qui me découvre grâce à des réseaux sociaux comme TikTok. Et effectivement toucher comme ça des jeunes qui n'étaient pas spécialement... en l'occurrence, ta fille, elle était née à l'époque, mais je sais qu'il y a des jeunes de 10, 11 ans qui découvrent grâce à TikTok. Et grâce à TikTok, effectivement, ça touche une nouvelle génération, donc c'est complètement dingue et c'est super gratifiant pour un artiste. C'est ça, et puis on sait, de toute façon, on aura un sujet, tu verras à la fin, mais c'est vrai que TikTok, du coup, a donné un nouvel élan à la musique. C'est ça, complètement. Exactement. Ouais. Quand on est artiste, on a besoin justement de TikTok. Et là, on a vu, il y a eu plein de trades, justement, sur Aurélie. Exactement, sur Aurélie, sur d'autres titres aussi. Je pense que de façon générale, c'est les années 2000 que les gens plébiscitent en ce moment. Ouais, ils sont très nostalgiques des années 2000, on le revoit beaucoup. Hein. Effectivement. C'est vrai, même dans le son, même aux États-Unis. Il y a plein de petits classiques qui reviennent à la mode et effectivement, il y a des générations qui sont passées. C'est le lien aussi des fois entre les parents et les enfants, plus jeunes. Ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, exactement. Yes. En tout cas, je suis super content d'être avec vous. Et, merci. Il y a une bonne énergie et je suis content d'être là. Et du coup, maintenant, tu t'es lancé dans ton label musical et tu produis des artistes, c'est ça? C'est ça. Donc, j'ai lancé mon label de production qui s'appelle Boomas Production. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis venu avec un de mes artistes. Exactement. Voilà. Avec un des artistes que je vais développer prochainement qui s'appelle Albi. Et qui est venu spécialement de Lyon pour l'émission. Ah, génial. Alors, Albi, toi, c'est quoi ton parcours musical? Un petit peu ce que tu fais j'ai un parcours un peu particulier parce qu'à la base, j'écris dans ma chambre. D'accord. Je compose, chante, je fais un peu de tout, un peu de la musique aussi. Piano, un peu saxophone aussi. Génial. Saxo, c'est super dur en plus. Hein. C'est dur. J'ai essayé un jour. Hein. Puis c'est pas tout de suite quand tu grandis avec des jeunes, on pense pas forcément saxophone, on pense guitare, on pense piano. Donc j'ai grandi un peu comme ça dans ma chambre et puis après j'ai eu l'occasion de participer à une émission de télé très connue, The Voice. Ah waouh! Qui m'a vraiment appris les codes d'être un artiste et puis se professionnaliser. D'accord. T'es parti jusqu'où dans The Voice? J'ai terminé 4e de l'équipe de Mika, j'étais dans la saison 8 et c'était la saison juste avant le Covid. D'accord. Ou la Covid. Et donc pour moi ça a été une vraie révélation parce que quand on a des rêves, de voir que ça se concrétise doucement mais sûrement, on se dit qu'on s'est peut-être pas trompé ou qu'en tout cas ça se passe bien. Et de continuer aujourd'hui à une nouvelle aventure après la télé avec Boomaz, avec Colonel que j'ai suivi aussi, on parlait juste avant de ces générations qui ont grandi avec Colonel Réel. Moi je fais partie de cette génération-là et d'être accompagné après avec lui. Oui, c'est bien, c'est comme dans un rêve. C'est la suite et bien. Je suis très content. Et t'es autodidacte, t'as pris des cours de chant? J'ai appris par la vie, j'ai autodidacte et puis les rencontres aussi. Après, on connaît forcément des gens qui ont l'habitude de chanter, donc ils nous donnent des cours quand même. Bien sûr, mais je me suis pas de moi-même tu t'es pas formé, tu sors pas du conservatoire. Exactement. D'accord. Et c'est quoi, tu définirais comment ton style musical aujourd'hui?
C'est particulier, je suis plus dans l'urbain en vérité, mais comme je chante et j'ai des parents qui m'ont, surtout un père qui m'a fait écouter beaucoup de soul, de jazz. D'accord, donc tu as des influences du coup. Voilà, ça dépend un peu du mood de la soirée ou de l'événement. Est-ce qu'on a un petit truc à écouter qui l'aurait sorti? Effectivement, il y a un titre d'Albi qu'on va s'écouter tout de suite qui s'appelle Dans un film. Dans un film, exactement. Eh ben écoute, on va écouter pour voir ce que ça donne, un petit bout du morceau. De tout, j'oublie même mes rendez-vous. Je suis dans la rue sans un sou. C'est pas grave, au moins j'ai le sourire. Plus je grandis, plus je deviens fou. Reste de souvenirs sur le cou. C'est son parfum tout autour. Même son karma me joue des tours. Tout ressemble comme dans un film. Full couleur, pas noir et blanc. Je pourrais traverser l'écran pour être sa prochaine idylle. J'ai loué Féfé sur les champs, j'ai mis une main sur ses jambes. On fait le tour de la ville. La nuit débarque dans la chambre. Chérie m'aime tellement qu'elle chante quand elle me déshabille. J'ai vu s'arrêter le temps, c'est le meilleur de mes plans. J'ai des flashbacks qui défilent, j'oublie le nom de la fille. C'est pas si grave dans la vie, tant qu'elle m'en met plein la vue. 5 étoiles comme GTA, coupe en feu comme Vegeta. J'suis sous tisse, pas de végétal, j'ai le corps en train de végéter. Enfermé dans un cul-de-sac, j'ai fini la PQ sec. La lune m'a rendu curieux, j'ai trop suivi mon affect, j'viens juste... Magnifique, tu chantes très bien. Merci beaucoup. Ouais, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, hein? Franchement, c'est tendance. On sent qu'il maîtrise le chant, ça c'est clair. Ah, il chante très bien. Et puis j'aime bien le flow aussi dans la touche pure rap où on voit qu'il maîtrise techniquement son sujet. Moi, je découvre et bonne pioche, Colonel Rayet. Merci beaucoup en tout cas. On a hâte en tout cas de suivre ta carrière et voir ce que ça donne. Et on te souhaite plein de succès. Merci. Plein de Merci succès. Merci. Jade, comment tu vas? Bah, ça va très bien. Notre journaliste d'investigation, j'adore le dire. Je le dirai à chaque fois. Je vais t'embêter. Voilà. Ça va, ça me fait plaisir. Enfin, bon, bah super. Bah oui, c'est ça. Shelly, comment tu vas? Hello, ça va? Et toi? Ouais, très bien, très bien. Bon, bah écoute, toujours rayonnante. Ah, merci, c'est beau. Hakim Mimoun qui est là, un plaisir de te recevoir, qui vient de Marseille spécialement pour l'émission et qui va nous fournir un témoignage exceptionnel. Il a vécu une mésaventure. Et puis c'est un plaisir de te recevoir sur l'émission aussi. Merci pour l'invitation. Et puis tu vas pouvoir participer à cette émission. Avec grand plaisir. Voilà, haute en couleur. Et tout de suite, nous allons lancer le LOL Buzz. Tu vas bien? Bonjour les chroniqueurs. Salam. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? J'ai oublié le micro, oh là 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 là. Désolé, j'espère que tout le monde va bien. Ça va, merci. Juste pour... rappelle-moi ton nom. Albi. Il me fait penser au chanteur Kyo. Depuis tout à l'heure, j'ai fait... oui, Kyo. On me l'a déjà dit, effectivement. On me l'a déjà dit, je suis pas sûr. Physiquement. Je suis dedans. Je suis physionomiste. Je suis physio, on m'a dit je suis physio en dehors de l'émission. C'est vrai, Kyo. J'allume juste mon truc. Et juste, j'ai vu qu'on avait 2 beaux invités aujourd'hui. Franchement, bravo, parce que je vois que... 3 même, et on a Hakim aussi qui est là. Pardon. C'est un artiste ou pas? Hakim, c'est un militant. Un militant, on aime les militants. J'aime Voilà. les militants. Non mais ça fait bouger la société. Ah, oui. Et je pensais, j'ai vu qu'on avait DJ Kim. Le grand DJ Kim. Monsieur Colonel Réel. Je me dis, quand la collab? Voilà. Bah écoute, on se connaît avec Kim, puisque j'ai eu la chance d'être reçu chez lui et effectivement on se connaît, donc on s'est croisés. Bah déjà c'est un artiste plus que confirmé, donc nous on a eu le plaisir à le recevoir dans le cadre d'une de mes émissions, même plusieurs fois. Et voilà, c'est un véritable artiste et qui n'a pas, on va dire, fait bouger les foules avec ses sons. Et je le allais dire qu'il n'a pas zouké. Oui, bon alors moi je suis pas un spécialiste du zouk, je suis plus dans le rail, mais effectivement pourquoi pas, ça se rapproche. Il y a un truc. Mais voilà, petite influence, c'est vrai. Ça non mais c'est vrai. Mais en plus ce qui est plaisant, c'est que fait partie des artistes qui pouvaient être à l'époque entre guillemets moqués parce que la tendance musicale était moquée. Aujourd'hui, tous les artistes urbains utilisent des supports musicaux autour du zouk et mélangés avec des beats un peu du moment. Et donc finalement, tous ceux qui eux-mêmes critiquaient ce genre-là à l'époque le font aujourd'hui, parce que c'est la tendance. Mais c'est une référence aussi pour des artistes actuels. Je sais que j'ai un artiste qui s'appelle Sikam qui commence à très très bien monter, et Colonel Réel est une référence musicale pour lui.
Puis moi, je le suis sur les réseaux, je vois les concerts, les showcases, quand ils se déplacent à droite à gauche, voilà, c'est toujours la même ambiance. Donc les artistes qui perdurent, moi je respecte. Voilà, c'est pas éphémère. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le bon truc. En tout cas, merci pour vos réponses, mais j'ai pas eu la réponse à ma question. Encore une collab écoute, moi je te dis, je vais te donner un mot, Inch'Allah. Tu sais, moi j'ai toujours voulu faire un son rail, puisque justement l'autotune, qui était très critiqué, il est beaucoup utilisé dans le rail. C'est ça. Et je pense que ça pourrait le faire. Ah bah oui, avec notamment Shabat Jennet qui l'avait poussé au maximum du réglage. Majjoub Dolich à l'époque, elle avait fait saigner des gens, tu sais, et puis finalement ça passe. Et quand t'arrives pas à en placer une, ça passe. C'est ça. Et moi qui ai eu la chance de collaborer avec, par exemple, Sheba Zahonia et Rimka. Quand on a utilisé l'autotune à l'époque, certains disaient c'est quoi ce délire et tout. Et finalement, aujourd'hui, c'est. Nous, nous les DZ, on a développé l'autotune mieux que les Américains. Les précurseurs. Ils n'avaient pas pensé à le régler au max, nous on l'a réglé au max. On ne sait pas faire un doucement. Ok, bah écoutez, c'est super comme info. En tout cas, le terme Inch'Allah est sorti. Inch'Allah, on retient. Signalement. Ce qui est bien, c'est qu'ici on peut dire le mot Inch'Allah, on n'a pas de souci. Tu vois. Tu ne seras pas signalé, tu n'iras pas en garde à vue. Je ne serai pas interpellé à la sortie de l'émission. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Bon, alors en tout cas, moi je viens ici, j'ai le plaisir de faire la chronique d'infos totalement inutiles. Et puis après, tu restes avec nous aujourd'hui. On va essayer. Tu sais, t'as un planning, t'as un emploi du temps. Première question, c'est super important. Est-ce que vous savez ce que c'est que la fictosexualité? Ah, tout de suite, on met les pieds dedans. Non, vous savez pas. En tout cas, c'est le terme utilisé pour décrire les personnes qui sont sexuellement attirées par des personnages de fiction. Donc, autant dire qu'au Japon, c'est très tendance. D'accord? Et si je vous donne le nom de Akihiko Kondo, est-ce que vous savez qui c'est? C'est un personnage de manga? Non, pas du tout. C'est un créateur de manga? Très très cliché ce que tu viens de dire. Okay. Ce mec a poussé la fictosexualité à son paroxysme. Il s'est marié avec une femme. Un dessin animé? Elle n'existe pas, elle existe virtuellement. Donc le gars a posé, je vous le dis, $17 000 pour le mariage. Ah oui. Ça veut dire en euros, il a mis 16 000 euros. Il a posé 16 000 euros pour se marier avec un personnage qui, écoutez bien, a fait une tournée avec Lady Gaga. Donc autant dire que ce personnage fictif existe. Ah, donc le personnage a fait une tournée avec Lady Gaga? Exactement, Lady Gaga dans son Monster, je sais pas quoi, tu vois, tu voyais le personnage avec des couettes et voilà. Donc, ok, on est super content pour lui, sauf qu'il est en galère, Miskin. Je vous explique pourquoi. La société qui animait le personnage a arrêté son activité. Ah mince. Ah bah elle va mourir. Voilà, donc du coup, le personnage est mort. Pour lui, voilà, c'était l'info inutile numéro 1. Ensuite, info inutile numéro 2. Est-ce que vous savez qu'en France, on est quand même un pays très artistique? Oui. Bien sûr, bien évidemment. Ok. Connaissez-vous l'artiste français Hubert Duprat? Non. Duprat, je connais un entraîneur, moi, qui s'appelle Duprat. Pascal Duprat. Oui, voilà, exactement. C'est le frère de Pascal Duprat, peut-être? Je sais pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce type est donc un artiste et son concept, c'est de créer des œuvres avec des insectes écrasés. Ah ouais. C'est français, c'est dégueulasse. Il y en a qui s'ennuient. Mais c'est de là. Il y en a qui s'ennuient. Non, je vous assure que c'est vrai. Hein. Mais dites-vous qu'aussi à Paris, on a un resto qui fait des plats spécialisés aux insectes. Donne-nous le nom. Marcel Duchamp, parce que. Comment? Marcel Duchamp. Pourquoi Duchamp? C'est un artiste en fait. Parle plus fort, je t'entends pas. C'est un artiste. C'est le précurseur justement dans l'art, enfin pas l'art nouveau, mais l'art moderne. D'accord. Il a contemporain. Ce qu'on appelle l'urinoir, ouais. Et il faisait des insectes écrasés aussi? C'est ça. Il y avait des empreintes de pieds, il me semble. Ouais, mais là, il y a des empreintes. Là, c'est des insectes écrasés, t'imagines? Il y a eu dans cette veine, je crois. Oui, si, il y a eu un mouvement. Je regardais les infos, je me suis arrêté. Parce que c'était trop. Par exemple, une tête de veau dans un cube en verre rempli de mouches. Moi, je veux le nom du resto, moi. Je veux le nom je te le trouve. Je te promets que je te le trouve. Mais il arrive à les vendre? Comment? Il arrive à les vendre? C'est de l'art. Ah, il y a forcément un gars qui arrive blindé. Il y a forcément un gars qui va payer 17 000 euros, tu vois, comme le mariage. Je te jure, ouais. Bon. Ok, donc c'était l'info inutile numéro 2. Info inutile numéro 3. Un nouveau record cocorico français a été battu. Si je vous dis 650 kilos de fromage et 350 kilos de charcuterie, à quoi vous pensez? Tic-tac, tic-tac, merci. Un repas d'hiver? On n'est pas loin. La raclette. La raclette. Ah oui, bravo. Donc voilà, c'est ce qui a été nécessaire pour la confection de ce monstrueux plat. Écoutez bien, 2236 personnes ont mangé cette raclette. Donc c'est vraiment un record du monde. Voilà, on a fait la... Voilà. Et attention, elle n'est pas savoyarde, elle vient de Saint-Étienne.
Ce record vient de Saint-Étienne. D'accord. Tiens. Info Oh, bah, on inutile se fait pas numéro chier. 4. On se fait pas chier à Saint-Etienne, l'info du Vous jour. connaissez le portail. C'est encore une œuvre d'art. Oui. Ah oui, Là, j'ai vu ça. Dernièrement, il y a eu un truc. Bon, on en parle, c'est bon, c'était pas vraiment inutile, mais donc c'est une sculpture géante de l'artiste lituanien Benediktas Gyliza. Je l'ai bien dit. Donc il avait pour but de mettre en lien des gens à travers des villes différentes en temps réel. D'accord? Sauf que il connaît pas les gens. Donc du coup, le principe était sympa. Tu vois une image, ah salut, ça va, tu passes ton chemin. Sauf qu'il y a des gens qui ont commencé un peu à dérailler. À savoir, il y a des gens qui ont montré des films porno directement. Donc c'est entre Dublin et New York. Et une actrice de mime qui a montré sa poitrine. Voilà, il y a des gens qui se sont montrés, il y a eu des insultes, il y a Des des gens qui insultes, se sont mais il y a eu amusés. des belles choses. Il y a eu une demande en mariage. Ah ça je savais pas, Ouais. je suis resté sur les trucs de fou. moi. Non, il y avait eu Et des, il y quand a eu même des choses quelqu'un qui sympas. s'est- il y a quand même Comme quelqu'un- par hasard. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à montrer carrément les film. attentats du 11 septembre. Oui, son tal, Ouais. film porno, poitrine, voilà, Ouais, des trucs pas t'es sympa. renseigné, hein. Oui, j'ai C'est vu bien, le c'est bien, portail. c'est bien. Ils l'ont Donc, fermé voilà. du coup de l'autre côté. Voilà, c'était l'info numéro 4. Mais c'était Donc- que du côté allemand où ça partait. Je sais pas L'autre du côté, tout. c'était J'ai pas plus clean, regardé, hein. c'est tellement inutile. Ah En oui, fait, non, tu c'était vois, je fais le c'était truc, mais je du me côté dis, ok. allemand où ça partait totalement vrille, mais de l'autre côté c'était un peu plus light. Hein. D'accord, c'est D'accord, très c'était calme, plus c'est sympa. pour ça. Donc alors, info inutile numéro 5. Vous connaissez tous la Corée du Sud? Bah oui. Bien sûr, c'est pas la Corée du De Nord. nom, de nom. C'est pas voilà, la Corée du Sud, oui. Voilà, il y a une compétition incroyable, du jamais vu. On l'appelle Space Out. Rien à voir avec. Space Mountain. Ouais, Non, Space Mountain. rien à voir. Le but de la compétition, c'est de ne rien faire pendant 90 minutes. Ah, Mais bah. attention, il y a des règles. Pas de téléphone, d'accord? Interdiction de parler et surtout interdiction de dormir. Donc, il y a quelqu'un qui a gagné cette compétition et en fin de compte, on a 117 personnes qui ont participé et ils étaient installés sur des tapis de yoga et ils devaient rien faire et en silence. Bah, moi je suis C'est le capable de le gouvernement, faire. non Hein. Comment? C'est pas le gouvernement qui a gagné? Non, c'est ça, ça aurait pu, mais ça c'est une phrase de militant. Là on sent, il va sortir le drapeau, fais gaffe. Hein. Le porte-voix, ok. Voilà, ok. Donc maintenant. Moi j'aurais pu la gagner. Hein. Celle-ci? Bah oui. Moi je m'endors au bout de 10 Bah minutes. je non, m'endors. moi non. Est-ce que tu chez vous, médites. pour ceux qui sont en couple, il y a des gens en couple ici, j'imagine, ouais? Oui. Est-ce que votre moitié s'endort au bout de 10 minutes quand vous regardez un film? Non, c'est moi Oui, qui m'endors. Moi oui, je m'endors. Moi je Ah, m'endors. Netflix and chill, c'est mort. Hein. Je m'endors moi tout de Hein? suite. Tu Ouais, t'endors non, ouais, direct. je m'endors direct. Ouais, Ça, t'as les journées bien pleines. ouais c'est ça. C'est dès qu'on met un film, Ça voilà. berce. Les pop-corns sont encore chauds, mais moi, ça y est, Moi, je suis froid. C'est la télé qui te regarde. C'est la télé qui te regarde. T'es mort après. Je suis partie. Ok, très bien. Donc, bah voilà, c'était l'info inutile. J'en étais à combien? 5, 6, 7. Info numéro 7. On retourne en France. En Moselle. Quel département, la Moselle? 57. 57? 55 ou 57. Je sais pas, je l'ai pas. noté. 57, c'est Metz, non? Ouais, c'est Donc, mince. dans la commune d'Armelange, on a appris avec stupeur que une classe, il y avait une école, une petite école, donc il y avait 5 classes. Et on a appris avec stupeur que la cinquième classe, allait fermer. Manque d'élèves. Et vous savez ce qu'ont fait les gens? Ils ont inscrit. Donc il fallait 94 élèves, d'accord? Donc ils en avaient que 90. Donc ils ont inscrit 4 noms d'élèves. Sauf que ces élèves, je vais vous donner les noms. Il y a écrit John Deere, Marguerite Dupré, Phil Tonju et Valériane Deschamps. Savez-vous qui sont ces personnes? Non, mais tu Des grands-parents? Des moutons. Ils ont réellement inscrit le nom de moutons pour combler la liste. Et ils ont envoyé Pour ça ouvrir la vraiment à classe. l'éducation nationale. Et il y a eu un arrêté de la mairie pour dire que justement... Les moutons ne vont pas à l'école. Voilà, un arrêté municipal a été aussi publié pour permettre aux Oui. écoliers au pelage abondant de se rendre dans sont la cour bons. de récréation de l'école, invoquant un souci de qualité pédagogique. Mais c'est très drôle par contre, c'est Voilà, vraiment très voilà, drôle. C'était l'info inutile. Alors, merci à vous. et- Merci. On va mourir bien bête. Alors, je sais pas si vous avez vu, partout sur Internet, donc ça a inondé la toile, on a vu un space où Mila participait. Donc ce space, il est... Le scandaleux. Mila, quoi. Et j'ai une petite vidéo et on va en parler après. Je tiens à ce que la France se fasse humilier auprès du monde entier pour que le monde entier puisse... Ne dis pas le ça. gouvernement. Ne dis pas ça. Non, mais... Ne dis pas ça. Non, Mila, il faut que ça se passe super bien. C'est hyper Non, mais important. faut que le monde entier puisse voir ce que la France est devenue à cause de l'immigration massive. Ben non, justement, parce que le monde entier, il attend de voir ça. Ton drapeau, ça, même si ton pays, il est rempli de sales races, ton drapeau, c'est ton drapeau, tu veux qu'il flotte. Premier arabe qui passe, cassage de bouche. Même les gentils arabes, hein, les gentils arabes qui avaient des gentils commerces dans le quartier, ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça a fait un carnage.
Enfin, le seul langage que les Arabes en face, ils comprennent. Ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent si tant que vous descendez pas dans la rue pour nous massacrer, c'est que vous êtes des faibles. Oh, la guerre qu'on est en train de faire à Gaza, on n'a pas fait ça depuis très longtemps, ce qu'on est en train de faire à Gaza. Ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est, vous savez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un Arabe d'Israël qui a bougé une oreille, contrairement à 2021. Il n'y a pas un pneu qui a brûlé. Il n'y a pas une manif qui a tourné en couille parce qu'ils savent que là, les Israéliens, même les Israéliens de gauche, tu bouges une oreille, les enculés. On va venir t'attraper, mais on va t'accrocher un feu rouge. On va t'accrocher un feu rouge. Ça, c'est beau, ça! Non, mais c'est vrai, en plus. Oh, j'ai des photos, je peux vous envoyer des photos d'Arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Ils sont en train de faire les saumons aujourd'hui, là. Et ça, moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Attends, je te l'envoie. Maintenant qu'on est abonné, je vais te l'envoyer en privé, la photo scotchée. Je l'ai. Voilà, pour ce petit space, je sais même pas quoi dire, nauséabonde, qui donne envie de gerber totalement. Bizarrement, ça n'a pas été repris en masse par les chaînes d'infos. Hein. Voilà. Je vais faire le parallèle avec Poupette et ce qu'elle a dit. Hein. Attention, je ne cautionne pas du tout ses propos, par contre, qui ont été repris en masse. Mais là, de l'autre côté, on voit bien que l'extrême droite, elle se dit bien que ça n'intéresse pas. Donc voilà, je vais vous interroger dessus. Chélie, j'ai t'ai beaucoup réagir pendant ce space. Moi, je suis israélienne et je sais pas si on m'entend. Et ça, je n'admets pas en fait. Parce qu'ils ne représentent pas du tout les Israéliens. Pas du tout en fait. Et je suis très énervée d'entendre des choses comme ça. Ben moi, quand j'entends ça, je me dis qu'on est à une heure où c'est très grave. Ouais. De tels propos qui sont pénalement sanctionnables par la loi. Et parfois, on voit qu'il y a du deux poids, deux mesures. Il y a des réactions à géométrie variable et des offuscations à géométrie variable. Pour moi, toutes les vies se valent. Bien sûr. Et en l'occurrence, entendre de tels propos et se targuer de tenir de tels propos, j'espère que la justice va enquêter et que ces gens seront traduits devant les tribunaux, tout simplement. Voilà. Oui. Ça ne représente pas tout le monde. Dans tous les pays du monde, il y a des gens qui sont pour la paix, il y a des gens qui sont malheureusement pour d'autres causes. Nous, on prône la paix. Bien sûr. C'est vrai que moi, mon positionnement, les gens le connaissent à travers, on va dire, mes prises de position médiatiques ou autres. C'est vrai que je suis pour deux États qui vivent comme tout le monde normalement constitué. Hein. Exactement. Normalement constituées. Et que la paix revienne très très vite. Voilà, tout simplement. Hakim ? Pareil, j'ai été choqué aussi des propos qui ont été tenus. Après, le fameux Yoni, lui, il est là-bas, donc il risque rien au niveau pénalement, parce qu'il n'y a pas d'accord avec la France. Mila, j'ai entendu dire qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Oui, tout à fait, il y a une plainte qui a été déposée. En attendant, Aurore Berger en a parlé. Mon collègue, on espère que la justice fera son boulot. Oui. Et qu'à un moment donné, qu'il y ait vraiment un cessez-le-feu, qu'il y ait une paix pour tout le monde. Parce que le problème, c'est que ce conflit israélo-palestinien, il s'est un petit peu importé dans différents pays du monde. Oui. Et surtout en France. Nous, on a grandi avec les juifs, on a grandi avec les musulmans, avec les athées, les chrétiens. Et alors qu'on n'a rien demandé, nous. Il n'y a aucun problème entre les deux communautés, ce n'est pas religieux. Et la politique, à un moment donné, comme disait tout à l'heure Kim, ils ont une émotion à géométrie variable. C'est vrai que le 7 octobre a existé, il faut le qualifier c'est un acte terroriste, il faut condamner ce qui s'est passé, il ne faut pas avoir peur des mots, mais il y a eu quand même de l'oppression avant, il y en a encore plus après, on a plus de 40 000 à peu près civils morts. Oui. Mais j'entends pas ni les politiques ni les médias s'offusquer et condamner tout ça. C'est ça qui est dommage. Oui, c'est ça qui est dommage. Pour moi, un civil palestinien et un civil israélien, c'est la même chose. Une vie vaut une vie. Exactement. Justement. En fait, on n'a pas, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de camp à choisir. C'est le camp de l'humanité des deux côtés. Hein. Et moi, des fois, je sais que quand je mets ça, je me fais attaquer par des gens des deux côtés en me disant oui, il faut choisir un camp. Non. En fait, il n'y a pas de camp. C'est le camp de l'humanité, tout simplement. Et il n'y a pas de voilà, les vies humaines en valent une vie humaine. Mais moi aujourd'hui, ce que je condamne, c'est en fait cet acharnement médiatique sur la communauté musulmane en France. On ne va pas se cacher qui existe et ce poids à géométrie variable qui est complètement qui va que dans un sens en fait, et c'est ça qui est dommage. Oui, mais c'est souvent, pardon de te couper, c'est la stigmatisation. Enfin, moi je travaille sur une radio qui s'appelle Beurre FM, qui est plutôt la radio dite de la diversité. On est là pour essayer de fédérer les gens, de réunir les gens, et c'est vrai que en France, les politiques ont la faculté pour se décharger des responsabilités qu'ils ont au quotidien vis-à-vis de nos concitoyens français et de la misère qui est en train de grandir en France, puisqu'on est quand même le seul pays d'Europe qui recule d'un point de vue économique, pendant que les pays qu'on moquait à l'époque, qui étaient en voie de développement, avancent, font avancer les causes sociales.
Moi, si j'étais en tout cas politique en France, la première des choses que je ferais, c'est déjà d'essayer de m'occuper des gens qui sont dans la rue au quotidien ou qui travaillent, qui ont un salaire et qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer. Oui. Donc c'est facile de stigmatiser, de viser la communauté musulmane aujourd'hui. Puis demain, ça sera une autre communauté et ainsi de suite. Et ça tourne comme ça tout le temps. Exactement. Et comme je le dis tout le temps, c'est pas du tout les communautés ou la religion ou l'origine qui crée ou il y a ou quoi que ce soit. Parce qu'on l'a entendu, attention, sur plusieurs chaînes d'infos, hein, des propos très graves et condamnables, où justement on stigmatisait les gens et on leur disait que c'est chez eux, j'ai entendu dire, vous savez, les Arabes, c'est dans leur gène, ils sont agressifs. Les Arabes et les Noirs, hein, c'était sur CNews. Mais en fait, non, moi je prends toujours un exemple, le Brésil, où c'est vraiment la précarité qui crée justement des causes défavorables, de la délinquance et autres, mais pas du tout les communautés. Je veux dire, quand on prend par exemple les pays les plus sécuritaires au monde, on a Abu Dhabi, on a les Arabie Saoudite, on a Dubaï. La communauté des Français à Dubaï. Ouais. Donc voilà, et c'est des pays qui sont entièrement musulmans et c'est les pays les plus sûrs au monde. Donc vous voyez non mais c'est vrai, puis le fait de vouloir toujours, on va dire, confronter les religions, c'est un faux débat, parce que moi quand je discute déjà avec mon entourage, moi je fais du foot loisir par exemple le lundi, il y a des gens qui sont d'horizons différents, de cultures différentes, de religions différentes, se pose pas le problème, on est tous dans la même équipe et on joue ensemble, il n'y a pas ce souci, on a grandi dans des quartiers où il y avait de la diversité, il y a des gens qui essaient de transposer un problème politique sur un problème religieux. Mais je vais juste rappeler une chose, c'est que les musulmans de tout temps, et en particulier, moi je vais parler d'un pays que je connais, c'est l'Algérie, ont protégé, je vais quand même rappeler un fait historique, ont protégé les juifs pendant les crimes qui ont été commis contre les juifs. Quand les Allemands exterminaient les juifs, beaucoup ont émigré vers l'Algérie, le Maghreb, et le Maroc ont été protégés. Et je rappelle que l'imam de la mosquée de Paris à l'époque avait protégé des enfants, il s'est fait d'ailleurs exécuter par les Allemands pour avoir protégé des enfants juifs. Donc cette histoire de vouloir l'extrême droite en train de se prendre sur la religion, faut mettre de côté. C'est même pas que l'extrême droite, c'est aussi l'extrême gauche. Oui, les deux, on est d'accord. C'est un projet politique. C'est un projet politique. Ils veulent faire un choc de civilisation. Ils veulent diviser pour mieux régner. Exactement. Ils veulent le chaos dans le pays. Et j'espère qu'ils n'y arriveront pas parce qu'on restera unis. Il faut. Mais il faut rester unis. Il faut leur montrer. Contextualiser cette vidéo, c'est-à-dire que c'est Yoni Tsoni qui est en fait un Israélien basé en Israël. Donc quand il parle des Arabes, il parle pas des Maghrébins. Oui, bien sûr, il parle des Arabes israéliens. Palestiniens et des Arabes israéliens. En fait. Et donc c'est en ça que c'est dramatique, surtout quand on sait les atrocités qui sont commises depuis le 8 octobre, on va dire. Il y avait une riposte, mais là on n'est même plus dans le cadre de la riposte. Hein. On est vraiment on a dépassé. Ça n'a. Voilà. Et il faut savoir qu'en Israël, il y a le peuple israélien quand même majoritairement qui ont manifesté pour un cessez-le-feu et pour le départ de Netanyahou. Ça aussi. Mais c'est pour ça qu'apparemment Netanyahou d'ailleurs ne quitterait pas le pouvoir, ne cesse pas la guerre parce qu'il devrait du coup quitter le pouvoir. Donc ce qui l'embêterait. Profondément. Et qu'il y a un mandat d'arrêt international contre les membres du Hamas et contre 3 dirigeants du Hamas et contre Netanyahou. Hicham ? Écoute, moi je me recentrais sur ce que disait Mila. Et en fin de compte, moi la première chose qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi on donne autant d'importance à ce type de personnes. Mais c'est pas nous, elle a été choisie et prônée. Oui. On sait très bien l'historique de Mila, elle a été prise prônée parce qu'elle a été cyberharcelée par rapport à des propos. On a dit qu'elle avait le droit de s'exprimer parce que. Le problème il est là, c'est que encore une fois, cette fameuse expression de géométrie variable, c'est là où on l'applique. Et qui a le droit d'être victime aujourd'hui, qui a le droit de s'exprimer, qui a le droit de dire des choses incroyables. Et c'est là où est le problème. On est vraiment dans une. Pour reprendre ce que tu disais, je pense qu'aujourd'hui il y a une dictature du fait de ne plus avoir le choix. C'est soit tu es pour, soit tu es contre. C'est tout. Il n'y a pas de juste. On te met dans une case. Voilà, exactement. Et moi, je ferais peut-être un parallèle où tu vas peut-être me rejoindre, où il y a une sorte. On part, enfin, c'est un vrai truc. On part sur une américanisation de la société, où on a les démocrates, les sociaux, les républicains. Il n'y a pas de juste milieu, en fin de compte. Et la problématique est là, c'est qu'on vient à ça et on en perd peut-être aussi notre échelle de valeur. C'est-à-dire que maintenant, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Soit t'es pour, soit t'es contre. Soit tu condamnes, soit t'es pro. Si t'es pro, t'es anti. Si t'es anti, ça c'est fini. C'est ça qui est embêtant. Du coup, on rentre tout de suite dans des cases et on se retrouve avec des monstres comme Mila ou d'autres personnes, comme aussi, tu le dis, à l'opposé, on a aussi des gens, pour avoir dit un truc, ça va être tout de suite taxé de facho ou de pro ou quoi que ce soit. Attention, après, toute mesure gardée. Je pense qu'on a gardé aussi notre libre arbitre d'une certaine manière, mais dans les médias aujourd'hui, pour moi, il est très difficile de prendre le temps de s'exprimer. Et en plus de ça, on est dans cette problématique du
la réaction. On est dans la réaction, on ne réfléchit pas. Et quand on ne réfléchit pas... Et ça, voilà, ce qui sort. Pourquoi on parle de géométrie variable? Moi, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Parce que là, je sais pourquoi. Elle a fait un signalement directement quand elle a entendu ça. C'est vrai que le premier procès de Mila, quand elle a été cyberharcelée, ce sont des propos heurtants, ce sont des propos qui touchent notre moralité, qui touchent nos croyances, mais qui ne sont pas répréhensibles pénalement. Tu sais pourquoi on parle des géométries variables? Parce que est-ce que tu as vu cette info passer sur CNews? Non, mais CNews, on peut pas. Voilà, est-ce que LCI, BFM? BFM, oui. Non, ils n'en ont pas parlé, BFM. J'ai lu dans Paris. Alors, les magazines écrits, oui, mais ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait. Poupette, elle a fait moins que ça. Je suis désolée. Mais Poupette, elle est beaucoup plus bankable que Mila. Alors, Mila, pour moi, je suis désolée, elle a autant de visibilité. Elle est partout, Mila. Elle est partout, Mila. Je pense que c'est plus lié, voilà. Sur Twitter, Mila, elle est partout. Elle est même devenue un symbole de la jeunesse fasciste. Et elle a été certifiée par ses ministres. Elle a été certifiée et tout. Donc, tu vois, Poupette, elle a fait une connerie et je condamne ses propos. Elle a dit qu'elle ne voulait plus travailler avec des personnes juives. D'accord? Bon, elle a fait une dinguerie. Ok, maintenant, imagine juste un truc et je vais vous poser la question. Quelqu'un dit, moi, j'ai décidé de plus travailler avec les Arabes. Mais là, il y a eu un signalement, il y a une enquête ouverte. Est-ce qu'il y a une enquête ouverte à propos des Poupettes? Il y a une enquête ouverte ou pas? Pourquoi? Poupette, non, elle a été bannie. Elle a été bannie et je crois qu'elle a eu des plaintes. Oui, elle a eu des plaintes. Elle a eu des signalements et des plaintes. Oui, bien sûr. Dis-moi, moi, pour revenir sur Poupette, moi je suis juive et j'admets pas en fait qu'elle dise des choses comme ça. Je suis désolée, en fait, ça n'a rien à voir entre juif et Israël. Bah oui, tout à fait. On peut être juif et être marocain, ou on peut être juif. Et quand tu dis arabe, c'est pas musulman, parce qu'il y a des juifs qui sont dans le Moyen-Orient qui sont arabes, comme les Israéliens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolée. Non, mais c'était pour te montrer juste la différence. Si tu dis ça, personne va être choqué. Non, et même si quelqu'un dit j'ai pu, oui, tu peux pas, je sais. Tu peux pas, tu peux pas comparer une religion, parce que en fait, le truc, c'est que si tu commences à faire ça, le problème, c'est que on va encore faire la part de les juifs et les musulmans. Ils peuvent pas être ensemble. J'étais en train de te donner un exemple pour te dire le deux poids deux mesures. Moi, je cautionne pas du tout. C'est trop grave. Moi, je cautionne pas du tout ces propos. J'étais en train de t'expliquer en fait le deux poids deux mesures. Que si quelqu'un dit ça passerait. Je suis pas en train de victimiser la communauté. Moi, je suis lui aussi. Ah oui, tu condamnes. Comme je condamne. Tu sais que moi, je suis pour la paix. Oui, bah oui. Et que pour moi, si et les Israéliens aussi, qui sont civils. Moi, j'ai ma maison là-bas. Ils sont civils. Ils veulent juste que ça cesse, en fait. Tout le monde veut que ça cesse. Je pense qu'il y a personne. Ni là, que ça s'arrête. C'est tout simplement. C'est simple. Mais le problème, c'est que si ça continue comme ça, à mélanger les religions, c'est ça le problème. On va jamais y arriver. On continue encore, et c'est là où je suis d'accord avec Chélie, à parler toujours de géométrie variable, de regarder CNews, mais il y en a réellement en fait. Il n'y a que CNews, faut arrêter avec la Non, il n'y a pas que CNews. Non, c'est faux. C'est beaucoup plus souvent que ça. Je vais vous dire, en fait, je vais vous dire, la manipulation, moi je travaille sur un média, sur une radio, il y a ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Et qui détient la radio? Et c'est simple, aujourd'hui il y a des médias dits d'information continue qui sont dirigés par des gens avec une idéologie qui est bien précise, avec un objectif bien précis. On va pas se le cacher. Et ces gens minoritaires quand même. Non, ils sont pas minoritaires parce que vous avez deux chaînes, on va dire, vous avez trois chaînes d'infos continues grand public, d'accord. Bon, et aujourd'hui en télé, on va parler de BFM et CNews, l'orientation elle est la même, sauf que pour BFM, ça va commencer à changer parce que ça a été racheté par un Libanais. Donc après cet été, un Marseillais. Voilà, exactement, qui s'occupe du port, je crois, de Marseille. Hein. Faut qu'ils mettent des sous dans l'OM d'ailleurs. Au passage. S'il te plaît, ça serait bien. C'est cool. Mais la manipulation des médias, j'ai l'occasion on va dire d'analyser. Je suis pas un journaliste, je suis juste animateur, mais j'analyse un peu les propos des journalistes. C'est même plus des journalistes, c'est des éditorialistes déguisés. Et ils sont très orientés en plus. Exactement. Moi, il faut pas mâcher ces mots. Moi, je vous donne des noms. Les Pascal Pro, les Truchot, et j'en passe. Voilà, et des meilleurs, c'est des gens qui ont un objectif et ils vont toujours taper sur les mêmes sujets. En France, les quartiers, les musulmans. Les Palestiniens, c'est tous des terroristes, d'accord. Et je vais juste rappeler un fait historique. Je suis algérien. Mes ancêtres qui ont combattu pour libérer l'Algérie, il y a un article dans un journal français qui était je parle de 1954, qui avait titré « Les terroristes du FLN passent à l'action ». Mais ces gens du FLN qui étaient considérés comme des terroristes sont aujourd'hui ceux qui ont libéré l'Algérie et qui ont obtenu l'indépendance. Et ce sont les mêmes amis aujourd'hui du gouvernement français, puisque l'ALN, ce qu'on appelle l'Armée de Libération Nationale et l'Armée Nationale Populaire aujourd'hui, l'ANP, en Algérie,
c'est la descendance de ces gens. Et aujourd'hui, on est parfaitement en amitié avec la France. Donc vous savez qu'après une guerre, il y a forcément la paix. Et on discute avec qui? On discute toujours avec son ennemi. Bah oui. C'est comme ça, c'est l'histoire de l'humanité qui l'a démontré. Donc, il y a des médias aujourd'hui qui s'amusent, on va dire, à faire du buzz et à faire de l'audience en faisant peur aux Françaises et aux Français, en essayant de diviser. Sauf qu'il y a des gens qui jouent avec le feu parce que la guerre civile, elle peut très vite arriver sur le moindre dérapage. On a vu, hélas, quand il y a eu le décès du petit Naël, alors après il y avait plusieurs causes, paix à son âme, la rahmo. Donc il s'est avéré que les quartiers se sont embrasés. Eh ben, il y a d'autres causes comme ça qui pourraient faire ça. Et si l'on n'est pas là pour essayer de fédérer les gens et d'expliquer, d'être honnête avec les gens, les gens se font embrigader. Oui, mais je voulais rebondir par rapport effectivement à ce qu'a dit Poupette, c'est maladroit, c'est même abject. Je suis d'accord avec la voisine. Mais moi je me rappelle, je fais aussi pas mal de plateaux télé sur BFM et CNews. Et il y en avait un qui est quand même le patron du Figaro, donc Yves Tréhard, qui avait dit des propos qui étaient choquants. Très grave. Personne n'a repris. Non. Il avait dit que quand il prenait un bus, qu'il voyait une femme voilée prendre le bus, il était anti-musulman, il descendait du bus parce qu'il ne voulait pas voyager avec une femme voilée. Ouais. C'était interdit pour lui de voyager à côté d'une femme voilée. Donc si on enlève ce qu'il a dit et on le transforme par exemple une kippa, ça aurait été repris par tous les chroniqueurs, par tous les journalistes, par tous les AFP. Là, ça n'a pas été le cas. Et je pense que Poupette, elle a été victime de son succès. Parce que ça aurait été un citoyen lambda, c'est condamnable ce qu'elle a dit. Ah oui, c'est très grave. Mais ça n'aurait pas pris des proportions ce que ça avait. Alors que Yves Tréhard, qui est quand même un gros patron du Figaro, le mec, il a dit ça, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais il a dit plein de conneries. Et il a assumé. Et il a assumé le pire. Ouais. C'est-à-dire qu'il s'est réitéré, et c'est des gens très intelligents, c'est pas des gens qui sont... C'est des gens qui sont cultivés et qui parlent bien et en fait qui savent placer les mots là où il faut. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Là, moi, j'irais même plus loin. Ça s'appelle du copinage, tout simplement. Je le vois en interne depuis 15 ans que je suis journaliste. Je peux dire qu'on ne garde pas forcément les meilleurs et c'est pas forcément pour le mieux. En revanche, pour continuer sur ce dont on parlait, moi, j'invite très clairement nos spectateurs, les téléspectateurs aujourd'hui, à aller chercher l'information ailleurs que sur les chaînes. Tout à fait. Ouais, on est d'accord. Voilà, donc il y a RFI, Radio France Internationale, on a Jeune Afrique, on a France 24, France Info comme un petit peu macroniste, on va pas se mentir, surtout depuis le débat d'hier. On se demande pourquoi finalement le PS, qui était 3e aux élections législatives, n'était pas présent. Mais bon, voilà. On peut encore aujourd'hui, et fort heureusement, s'informer de façon correcte avec des journalistes éthiques qui ont une vraie déontologie et qui font correctement leur travail. Parce qu'aujourd'hui, on a un travail extrêmement dur, extrêmement précaire, il faut le dire, et qui est en train, en plus de se précariser de plus en plus. On gagne autant. Oui, aujourd'hui avec les médias. Non, mais je suis désolée, et je ne méprise pas les caissières, mais on gagne autant qu'une caissière de supermarché. Il faut le dire. Et donc, voilà, on fait quand même un travail astreignant et dangereux. Voilà. Colo ? Non, justement, pour rebondir sur ce qu'elle vient de dire, je pense que c'est important. Ton émission, elle est suivie pas mal par des jeunes, de leur dire effectivement de s'informer. Oui, très important. Et d'essayer de s'intéresser à la vie du pays, parce qu'effectivement, il y a des élections importantes qui arrivent, c'est les élections européennes. Exactement. Il y a les élections présidentielles qui vont arriver. Et il y a certains camps qui ne sont pas spécialement favorables à l'harmonie dans le pays, à la paix dans le pays, qui sont très, eux, mobilisés. C'est-à-dire qu'eux, ils se déplacent pour aller voter, etc. Bien sûr. Donc je pense que l'une des façons de faire bouger les choses, ce n'est pas la seule. Il y a effectivement le militantisme associatif, etc. Mais c'est aussi de s'intéresser à ce qui se passe et d'aller voter tout simplement pour les personnes qui sont susceptibles de faire en sorte que ça s'arrange un petit peu, quoi. Exactement. Et je pense que aussi ils savent qu'il y a beaucoup d'abstention dans les quartiers populaires et c'est pour ça qu'ils jouent sur ça. Et si tout le monde se réveillait et allait voter, je pense que ça changerait énormément la donne. Je pense que ça. On va conclure sur ça justement et on va passer à ça ne lol pas. Alors, ça ne lol pas. Alors, Hakim, qui est notre invité aussi du jour, je vais vous envoyer une petite vidéo de ce qui s'est passé et on va en discuter ensemble. Bonjour à tous. Alors, cette vidéo, c'est pour dénoncer le racisme que j'ai subi dernièrement. Voilà, par des pompiers qui étaient grévistes, qui sont montés à Paris. Et à la descente, pour parler de Paris-Marseille, ils voulaient monter dans mon TGV. Il y avait une trentaine à bord et une centaine sur le quai. J'ai pas pu faire le départ du train et partir parce que justement ils n'avaient pas de billets, pas de réservation. Pour la plupart, cette minorité des 30 était un peu éméchée avec l'alcool. Donc c'était pas correct de pouvoir partir avec des voyageurs sans titre de transport et sans réservation. Qui puisaient des pompiers.
Donc je ne veux pas incorporer dans ce délit qui s'est passé la majorité des pompiers qui sont pour moi des personnes honnêtes, des personnes courageuses, des personnes qui font un travail remarquable. Mais il y a des brebis galeuses malheureusement un peu partout et c'est à l'image de la société. Et il y a un pompier qui m'a carrément interpellé de Salmelon, Salbougnoul, tu prends le boulot des Français, Patacouffin. Donc voilà. Salmelon, Salbougnoul. Ça m'était jamais arrivé. Hein. Et pourtant, j'ai eu plusieurs vies. Hein. J'étais footballeur. Je suis rentré à la SNCF dans les années 2000, après le ballon. Et j'ai toujours lutté contre toutes les formes de discrimination confondues. Donc j'ai fait condamner Éric Zemmour en 2011 par mon association, Fédération Mixité de France. Félicitations. Bravo. Bravo. Merci. Ça, c'est de la perte. Merci. Inch'Allah, il a encore d'autres condamnations. Il a été condamné plein de fois. Et son fils aussi. Hein. Son fils aussi. C'est en famille. Il m'avait répondu, il m'a dit que c'était une médaille. Il a dit quoi? C'était une médaille pour lui. Parce que c'est vrai qu'on lui avait donné encore plus de visibilité et derrière, voilà quoi. Oh mon Dieu. Ouais, parce que c'est ça en fait, à chaque fois qu'il est condamné ou quoi, il est plus invité sur les plateaux. Complètement. En fait, il a encore plus de visibilité. Complètement. Et après, j'ai lutté contre le racisme, contre toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme, l'islamophobie, tout ça. On a fait des marches sur Marseille, on était 5000. J'ai rassemblé pas mal de monde. Je me suis engagé en politique aussi en 2014 avec Pape Diouf, paix à son âme. J'avais fait 10% municipal et après j'ai fait départemental, j'avais fait aussi 11%. Donc on était sur une dynamique. Comme disait alors le colonel, c'est que pourquoi on est dénigré aujourd'hui en 2024, c'est parce qu'il y a une partie de la population qui n'existe pas parce qu'ils ne votent pas. Ils ne votent pas, je sais. Donc quand tu votes pas, on peut te cracher dessus, on peut à toute impunité. Exact, tu n'existes pas. Donc on peut faire un programme pour les gens qui existent. Tu sais, Hakim, en les dernières élections municipales, j'ai inscrit 80 personnes des quartiers populaires aux listes parce qu'en fait, ils ne votaient pas. Et pour eux, ça ne leur venait même pas à l'idée d'aller voter. Alors je leur disais, mais si vous votez pas, après vous pouvez pas vous plaindre en fait. C'est ça, mais ils ont parce qu'ils se plaignaient que l'extrême droite pouvait passer. Il y a des pays où on t'impose. Tu as la possibilité de choisir ou de pas choisir. Il faut choisir parce qu'après il faut pas pleurer. Depuis quelques élections, on vote pas pour un candidat, on vote contre un candidat. Bah oui. Donc au présidentiel, c'est pour ça que les gens sont écœurés. Mais ceci dit, ce qui m'est arrivé, après mon métier c'est contrôleur SNCF entre la ligne Marseille-Paris. Et à l'accueil embarquement, on était complet. On avait 1000 voyageurs sur les deux rames. Une centaine de pompiers sont arrivés en force. Une trentaine ont réussi à passer. Et ils sont montés, ils ont pris les places des voyageurs qui avaient payé leur billet intégralement, qui avaient réservé leur billet. Ah ouais, carrément. Donc je suis arrivé, j'ai essayé de parler avec eux gentiment en leur disant, en plus ils étaient en tenue, ils sont venus pour manifester. Ok. Donc c'était des pompiers identifiables. Et il me dit, parlez pas avec moi, nous on rentre à la maison. Je dis, attendez, mais c'est moi le chef de bord, monsieur, on partira pas à la maison. Là les gens doivent regagner leur place. Vous, si vous voulez rester, vous prenez un billet, je vous mettrai au bar si possible, mais sinon on partira pas. Oui, c'est honteux parce qu'il peut y avoir des familles avec des enfants, des personnes. Exactement. Ensuite, Paris Gare de Lyon m'envoie un cadre d'astreinte. Et le cadre d'astreinte, il vient me voir, il me dit désolé collègue, mais tu vas partir, on n'a pas le choix, c'est des pompiers, on peut rien faire. J'ai des pompiers, je dis tu sais quoi, je rentre à Marseille et demain je remonte à Paris avec tous les quartiers nord. On verra si tu vas pas m'amener les forces de l'ordre. Bah oui. Donc il me dit ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es en train de faire 2 poids 2 mesures, tu choisis tes clientèles. Je dis moi je partirai pas, même si c'est des clients pompiers sans billet, ils voyageront pas gratuitement. Un train c'est payant, c'est pas gratuit. Donc il a commencé un peu à marronner. Donc il a vu que le train prenait du retard, on était à 40 minutes de retard avant le départ. Donc là il a pris les forces de l'ordre. Police ferroviaire est arrivée. Ils ont réussi franchement paisiblement à les faire descendre. Certains étaient un peu éméchés, un peu bu. Et vous avez un parmi les pompiers, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une brebis galeuse. Il ne s'est pas adressé à moi, il s'est adressé aux policiers. Il a fait des enculés, il a dit ça aurait été des melons dans le train. Vous n'aurez pas fait descendre parce que vous serez chié dessus. Et ça, moi, ça m'a interpellé. J'ai dit pardon, je dis monsieur, comment vous parlez? Vous avez une tenue respectable, vous parlez comme ça? C'est du racisme ce que vous êtes en train de faire. Tais-toi, ferme-la, ta sale bougnoule, c'est toi, t'en es un de melon, tu n'es pas content dans ton pays, tu vois le pain des Français. Et là, c'est parti en bibrine. C'est des propos condamnables. Il y a une plainte qui a été posée? J'ai déposé une plainte dimanche. Ok. Voilà, donc ça a été fait. J'ai eu le chef départemental de la sûreté des sapeurs-pompiers 13 qui m'a contacté pour me dire que c'était des propos inqualifiables, qu'ils condamnaient, qu'ils avaient fait une enquête administrative. Là, depuis ce matin, j'ai su qui était l'auteur, parce qu'il n'était pas identifiable encore. Ah ben super, ça c'est une une bonne nouvelle. Grâce aux sapeurs-pompiers, parce qu'ils ont coopéré. Les syndicats aussi, CGT 13. Ils m'ont contacté pour dire excuses. C'est bon, il est dans la sauce, c'est bon. Ouais, donc c'est vrai qu'ils sont mobilisés pour essayer de trouver qui c'était. Donc ils ont trouvé. Donc ce monsieur m'a présenté ses excuses. Mais voilà, ces excuses que j'ai dit, comme j'ai dit, tu crames un feu rouge. Non mais non, c'est trop tard. Tu présentes des excuses gendarmes, mais tu prends le PV, tu prends l'amende. Le mal est fait, hein. Exactement. La plainte, je ne l'enlèverai pas. Bah oui. Donc voilà, et j'ai pas eu le soutien par contre, c'est ce que je disais dans la vidéo. Ce qui m'a un peu choqué, c'est pas moi qu'on a touché, parce qu'en vérité, moi, je me traite seulement melon matin, midi et soir. Je sais que je m'affirme, je sais ce que je suis. Mais c'est un ensemble de la société française. Ouais. C'est les enfants de la République qu'on a traités de sale melon
par des gens qui ont quand même une autorité et qui ont un métier respectable. Et un uniforme en plus, en uniforme. Et le silence de certains médias et le silence de nos politiques. Parce que moi, la ville de Marseille, c'est une ville cosmopolite. On a un maire qui a été élu par défaut. Et c'est un maire qui n'arrête pas de dire nous on prend de la tolérance, on lutte contre le racisme, nous quand il y a une affaire d'antisémitisme, pas on est présent, antiracisme on est présent, la famille Ibrahim Ali, on a fait une rue Ibrahim Ali, et sur ce coup-là il n'y a personne qui s'est offusqué, ça a été, non, c'était banal, voilà le mot, c'était le melon ou le bougnoul, c'est devenu ou le San Negro, c'est devenu acceptable. Une insulte acceptable. Mais c'est ça, il y avait eu un média où justement il disait que Bamboula c'était acceptable. Vous vous rendez compte? On en est là. Ouais, mais on en est là. En 2024. Et moi, la direction SNCF ne m'avait pas un petit peu trop soutenu parce qu'en 2011, j'avais aussi ce problème avec Omar Sy. C'est moi qui suis intervenu quand il y a eu des problèmes qui s'étaient fait traiter de Bamboula. Et j'avais témoigné pour Omar Sy et tout, et à l'époque, il faisait intouchable. Il n'était pas connu comme aujourd'hui. Et j'avais témoigné pour lui. Et le mec de la police ferroviaire, il a été révoqué. Ok. Parce que justement, il n'avait pas tenu des propos comme ça. Bah non, c'est il me dit, je savais pas que c'était Omar Sy, mais même si c'est monsieur Lambda. Mais même alors, bah désolé, c'était Omar Sy. C'est incroyable la justification. C'est fou, hein. Le fameux 2 poids 2 mesures. Ce qui est dommage, c'est qu'en l'occurrence, en plus, ce pompier, il avait un manque de culture générale parce que il faudrait qu'il sache que l'étymologie du mot bougnoul, c'est quand même ce que les Allemands insultaient les Français comme ça. Donc déjà, et juste, ça me touche particulièrement parce que mon frère est sapeur-pompier professionnel, et c'est vrai que voilà, c'est exactement, et c'est vrai que voilà, c'est un franco-algérien qui s'assume et qui ne reniera jamais son origine algérienne. Et il est vrai que dans ce corps de métier, contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on a le fantasme du pompier sauveur, mais c'est comme dans toute la société, il y a des gens positifs et il y a aussi des racistes au sein des pompiers, comme il y en a dans tous les corps de métier. Alors voilà. justement, Jade avait écrit, elle avait fait une petite enquête à l'époque sur le racisme dans le En fait, c'était un dossier justement autour des pompiers sur le suicide dans la profession, les agressions et les viols aussi dans cette profession, puisque j'en avais dénombré 38 en l'espace d'une dizaine d'années, donc c'est déjà beaucoup. Et puis il y avait ce fameux problème de racisme qui était qualifié de systémique par finalement tous les pompiers, les marins-pompiers. En plus, c'était à Marseille, ouais, dans la cité phocéenne, que j'avais recueilli beaucoup de témoignages et de preuves. Il y avait par exemple un qui avait été qui avait été harcelé moralement pour des faits discriminatoires parce que Dixit, le chef, il ne voulait pas de bougnoul dans son régiment, voilà, parce que c'était des militaires là pour le coup. Et puis bon, il y avait aussi lors des formations, il m'avait conté qu'on leur disait attention, si vous laissez les coffres ouverts, et il y a tout le monde qui dit coffre à Kader. Bon, voilà. Voilà. Ah là 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 on est dans l'anecdote, mais c'est quand même extrêmement raciste. Voilà. Ah non, mais c'est grave, coffre ouvert, coffre à Kader. Sans compter le fameux syndrome méditerranéen qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. Voilà. Le syndrome méditerranéen, il est très présent chez les pompiers, en plus qui ne sont pas du tout dans le corps médical normalement. Moi, ça m'arrive avec Mona, j'avais déjà dit sur une émission, où en plus ma fille avait la coqueluche pour le coup, et il me disait non, restez à la maison, ça sert à rien d'y aller. Et en fait, moi, en tant que maman, j'ai préféré partir avec les pompiers à l'hôpital, mais si je n'y allais pas, ma fille, elle s'est retrouvée en réanimation. Je me suis rendu compte. Et le pompier me disait mais non, n'y allez pas. En fait, déjà, ils n'ont pas le droit de prendre de décisions médicales, mais c'est parce que pour eux, j'étais la maman rebeu qui extrapolait. Alors, moi, ce qu'ils m'ont raconté aussi, les marins-pompiers, c'est ce qui les a... Ouais, Marseille. Critiquez pas Marseille, parce qu'on aime bien Marseille. Moi aussi. Je termine. Je suis nantais, j'aime Nantes d'abord, mais Marseille, c'est mon club de cœur. Je termine, je vous raconte je vous donne une dernière information qui m'avait été contée, c'est-à-dire que quand ils prenaient des personnes issues de l'immigration qui étaient en statut régulier, mais avec une carte de séjour, il les laissait sur le tableau de bord et il faisait exprès de ne pas le remettre aux personnes qui l'accompagnaient aux urgences. Donc qui étaient souvent dans un état, soit pas dans le coma non plus, mais dans un état voilà, sanitaire avec les pompiers, compliqué. Ils faisaient exprès de ne pas rendre à la personne leur carte de séjour pour compliquer ensuite après leurs démarches administratives. Voilà, et ça c'était des choses qui leur paraissaient hallucinants, quoi. Voilà. Hicham, je t'entends depuis tout à l'heure, t'es là, Non, je trouvais que c'était vraiment pas gentil, c'est pas fun. C'est pas cool. C'est pas cool, les pompiers sont cool aussi. Mais il y a une époque où on disait que on parlait de quoi ? On parlait de racisme décomplexé.
Oui, bah, c'est qu'on est dans ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est plus dans l'assumer, en fait. C'est clair. C'est dans l'assumer, c'est même bien. La droite était décomplexée, mais ça a amené et c'est cool de dire que tu votes extrême droite aujourd'hui, en plus. Ouais, c'est sympa. C'est tendance. Moi, quand j'ai vu... Il a réussi à rendre Marine Le Pen limite sympa. Quand j'ai vu la marche contre l'antisémitisme, voir l'extrême droite marcher pour... Déjà, ça, c'est pas ça. J'étais choqué. Moi, c'est incroyable. Quand je connais l'histoire, enfin, je sais pas. Pétain, Vichy, c'était... Et puis le négationnisme, ils l'ont toujours été négationnistes. Mais complètement, ils l'assument complètement. En interne, moi je sais que je milite beaucoup dans les quartiers populaires et je débat avec des gens de l'extrême droite. On discute. Et c'est clair qu'ils me disent ah mais vous ça va. Mais c'est votre temps. Après ça sera les Noirs. Ça avant c'était les Juifs. C'est que ça en fait. Je dis mais vous comprenez pas qu'on est Français aussi. Non. Vous n'arrivez pas à ils veulent pas nous intégrer. Les Juifs, un Juif ça reste un Juif, un Arabe ça reste un Arabe et un Noir ça reste un Noir. Je pense que tu ne marqueras pas la différence à partir du moment où tu n'as, on va dire culturellement, si tu es le plus lisse possible. À partir du moment où tu es lisse, quelle que soit ta confession, quelle que soit ta provenance, à partir du moment où tu ne montres pas ce petit truc que tu as en plus par rapport, entre guillemets, je sais pas si on peut dire le terme français lambda, ou en tout cas un citoyen lambda, il n'y a pas de problème. Tu regardes les acteurs, tant qu'ils n'ouvrent pas leur bouche, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas d'accord. Mais moi, tu sais que je pense que pourquoi ? C'est parce que justement, la communauté aujourd'hui maghrébine, elle est tellement intégrée que c'est ça le problème. Parce que quand c'était Madame Pipi et femme de ménage, ça les dérangeait pas. Mais aujourd'hui, on est tellement intégré dans la sphère médiatique et dans le travail. C'est la deuxième partie de mon développement. Que là, aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils tapent sur nous. Genre en mode, tu vois, c'est exactement ça. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est à partir du moment où tu restes à ta place. Et à partir du moment où tu commences à être invisible, il n'y a pas de problème. Dès qu'on commence à trop voir, là ça pose aussi problème. C'est ça. Mais ce qui fait plaisir, c'est que ces mêmes personnes, moi j'ai eu la chance d'être invité au Sénat il y a quelques heures par un sénateur qui s'appelle Akli Melouli. Ah, j'adore Akli. Voilà, bonjour Akli. C'est mon ami, c'est mon ami. Qui est d'origine. Je crois que Akli c'est allié à tout le monde en fait. C'est allié à tout le monde. Exactement. Et c'est vrai qu'en visitant le Sénat, je me suis aperçu que même dans les plus hautes sphères, on va dire de l'État français, parce que c'est quand même la chambre, c'est la deuxième chambre qui compte, et il y a le deuxième personnage de l'État qui préside justement ce Sénat, et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens issus de l'immigration, de la diversité en général, qui occupent des fonctions ou qui sont élus. Et je pense que dans certains cerveaux de certaines personnes qui sont encore arriérées, ils n'ont pas compris que la France aujourd'hui elle a évolué et que nos parents qui étaient illettrés et qui rasaient les murs parce qu'ils étaient étrangers, donc dans leur comportement c'était on est les plus discrets possibles. Pas de vagues. Pas de vagues. Aujourd'hui, nous on est français, on est des citoyens à part entière, on paye nos impôts, on contribue à la richesse nationale. On a des gens... L'hôpital, moi j'ai des membres de ma famille qui travaillent dans l'hôpital, j'ai au moins 5 membres de ma famille qui sont dans l'hôpital français. Et dans tous les services, que ce soit d'urgence ou des spécialistes en neurologie, etc., des neurochirurgiens, vous avez des gens qui sont d'origine étrangère. Parce que malheureusement, vu les quotas en médecine qui sont bas, on manque de médecins en France et on a fait appel à ces gens-là. Algérie, Maroc, Tunisie, énormément. Vous avez un livre qui est sorti qui s'appelle La France, tu l'aimes et tu la quittes, qui a été réalisé par 6 journalistes français. Donc c'est pas des gens d'origine maghrébine, je le précise. J'en ai reçu un dans une de mes émissions. Le gars explique que 75% des bac plus 5 qui quittent la France sont d'origine maghrébine. On en avait parlé. Et c'est des gens, et voilà, et c'est des gens qui quittent la France parce qu'ils sont dégoûtés de l'ambiance du moment. Et ces gens qui auraient pu enrichir la France et l'économie française se barrent alors qu'ils ont bénéficié. Parce qu'ils sont toujours amenés à leurs origines et à ce qu'ils sont en fait. C'est ça. Mais on les empêche de s'épanouir. Pour moi, c'est une évolution de ce qu'on appelait à l'époque la fuite des cerveaux. Où à l'époque, tu avais les avions de chasse, on va dire ça, qui partaient à l'étranger. Parce que justement, on développait plus à l'étranger la recherche, les États-Unis, tu avais des programmes de 2 ans, tu étais payé, j'ai des amis qui ont participé à ça. Le Canada. Il m'expliquait, mais c'est n'importe quoi. Il me dit, t'avais une pancarte, un mec qui habitait, moi je viens du 94 à Champigny, il me dit, je sors de mon quartier, je crois que c'est plus aux États-Unis, à New York peut-être. Il m'explique qu'il y avait un gars qui, avec mon nom écrit sur une pancarte avec une limousine qui m'attendait. J'étais juste entre guillemets chercheur, jeune chercheur, j'étais junior. Il me dit en France rien du tout. Rien du tout non. Et du coup ça avait participé à la fuite des cerveaux, donc ça partait un petit peu tout. Et puis après je sais pas ce qui s'est passé. On est parti en vrille. Aujourd'hui on kiffe notre pays et t'en as beaucoup qui veulent partir. Mais moi j'avais fait une chanson sur ça. J'ai fait une chanson aussi parce que je fais des clips aussi pour inciter les jeunes à aller voter. C'est bien. Militant, rappeur. Inciter les jeunes à aller voter. Il y a le label. Et Boubaz. Et le titre c'est les oubliés de l'Élysée. Et on avait rebondi sur une phrase de Nicolas Sarkozy, la France tu l'aimes ou tu la quittes, et on disait seulement pour partir en vacances. Ah bah oui. Pour montrer que voilà, qu'on était français à part entière. C'est pas mal Marseille ici pour les vacances, hein. C'est ça. Mais justement, en fait, ils l'ont pris au pied de la lettre. C'est la ça. France tu l'aimes ou tu la quittes, très bien, on s'en va. C'est ça.
Colo, du coup, j'aimerais bien entendre ta réaction sur tout ce qui s'est dit un petit peu, toi. Bah écoute, je pense qu'effectivement aujourd'hui il y a un racisme qui est décomplexé malheureusement. Et je pense qu'on a quasiment tous vécu à notre échelle. Ouais. T'as déjà eu toi un petit... Oui, moi ça m'est déjà arrivé. Après tu sais, en tant qu'artiste, on est amené à se déplacer un petit peu partout. Moi par exemple, je reviens de Nouvelle-Calédonie. Où la situation, avec les Kanaks et tout, effectivement, la situation elle est explosive. Elle est explosive. Et donc, du coup, en tant qu'artiste, effectivement, moi je trouve qu'on a aussi un rôle. Et je sais par exemple qu'il y a certains artistes qui refusent de se rendre dans des mairies qui votent par exemple extrême droite, etc. Mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est important de se déplacer, d'aller voir tout le monde. Bien sûr. Et on a un travail à faire de conscience parce que tu remarques souvent que les endroits qui sont entre guillemets les plus racistes, c'est là où il y a le moins d'étrangers. Oui, mais c'est souvent c'est ça. Ouais. Et parce qu'en fait, ils sont dictés justement par ces chaînes médiatiques. Ouais, donc ils ne connaissent pas. Exactement. Donc ils y croient. La peur de l'inconnu aussi. La peur de l'inconnu. Je pense qu'ils ne connaissent pas. Excuse-moi, Colo, il y a aussi un truc, hein, ça c'est un fait, et pour l'avoir vécu, tu as aussi dans des quartiers très populaires où tu as l'impression que ça votera jamais à droite, ça vote à droite. Oui, ça vote extrêmement. Ça, c'est choquant de fou. Hein. Ah oui, moi, oui, moi j'ai vu. Reprises, tu vois, mais ça vote beaucoup à droite. D'accord avec ce que tu dis, mais les grandes surprises, c'est aussi de savoir que le quartier où tu as grandi, tu dis combien de pourcents? Je dis non, non, mais c'est la classe. Après, il faut savoir un truc. Et là, tu dois chercher dans le bâtiment qui a voté. C'est exactement ça. Non, mais... Et après, tu es là, tu dis. Nous à Marseille, quand je m'étais présenté en 2014, à Marseille, nous on avait fait un score qui était intéressant, 10%, et il y avait une triangulaire. Donc il y avait le Parti Socialiste, il y avait l'UMP et il y avait Stéphane Ravier qui était au FN. Et au FN, ouais, exactement. Et en fait, ils nous avaient demandé des consignes de vote. Nous, on avait dit non, on a une liste indépendante. Les gens, ils ont voté pour nous, c'est parce qu'ils ne voulaient peut-être pas voter pour vous. Donc, c'est pas des moutons, ils voteront pour qui ils veulent au deuxième tour. Et ils ont resté en triangulaire et ils ont fait gagner l'extrême droite. Et c'est le territoire d'extrême droite qui a été. Stéphane Ravier, il existait politiquement à Marseille, dans les quartiers nord, où massivement on est 200 000 habitants. Ben, tu as 2/3 de la population, elle est issue d'immigration, donc afro-africaine, maghrébine et juif. Donc vraiment, c'était choquant. Mais après, on a vu son mandat, il était chaotique. Il a eu un bilan catastrophique. Si vous donnez les clés de la mairie ou du pays à l'extrême droite, ça sera une faillite. C'est comme le programme de Marine Le Pen. Exactement. Quand on voit le programme économique, vous voyez Bardella. Au secours, mon Dieu. Mais Bardella, on l'a vu hier soir. Ouais, exact, c'était marrant. Donc là, quand on voit ces programmes, si on s'intéresse réellement à la politique et à l'avenir du pays, mais jamais de la vie. Vous l'enlevez l'immigration et la sécurité. Mais c'est ça. Non, mais n'importe quoi. Mais t'as plus d'un, justement, de députés, ou enfin les gens qui représentent ce fameux parti qui, dès qu'ils sont sur des plateaux, dès qu'on sort de ils connaissent pas leur dossier. Ouais. Ah oui, dès je l'ai parle vu, de tu l'as vu la même vidéo que moi. La nana qui est en plateau télé sur LCI et il lui dit bon bah alors qu'est-ce que vous pensez justement de l'injonction et de l'inflation, tout ce qui se passe, tout ça et tout et elle est là l'immigration. J'ai vu, l'immigration. Alors en fait c'est des mots désolé, j'ai pas préparé. En fait elle était complètement perdue dès qu'on parle du schéma. Et même quand vous voyez le parcours de Génie Oudoul, il me fait son parcours. C'est le pire. Génie Oudoul, c'est le couteau suisse de la politique. Il a commencé à OPS, il a fini à l'extrême droite, en passant par l'UDI et le Modem. Il est parti à toutes les portes. Mais justement, parce que quand vous voyez ses scores avec les partis traditionnels, c'était 5%, 2%. Et c'est ça. Et il a fini chroniqueur chez TPMP. Rappelons-le. Mais moi, vous mettez l'étiquette FN. Moi, je suis député. Ouais, c'est ça. C'est le chèvre, les députés avec l'extrême droite. Mais où je suis d'accord avec Colonel, c'est par rapport à ce que tu as dit, qu'il faut parler à tout le monde et qu'il faut aller justement au devant de chacun. Hier, ça m'a beaucoup choqué pendant le débat entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella quand il disait « vous les Le Penistes ». Mais en fait, quand il disait « vous les Le Penistes », il faut savoir aujourd'hui que le RN est le premier parti de France. Donc il insulte en fait la majorité des électeurs français. Et donc je pense que c'est une mauvaise tactique. Qui ne sont pas le pénistes. Oui, mais il faut... Qu'ils sont pas ? Qui ne sont pas le pénistes. Bah si, ils sont quoi ? L'électorat de l'extrême droite ? Bah oui. Non, j'en connais, moi, ils sont pas... Ils sont pas avec Marine Le Pen ? Bah, ils votent Marine Le Pen, mais c'est pas des gens qui vont adhérer à Marine Le Pen. Oui, mais quand il dit vous les Le Penistes, oui, mais tu comprends que quand il dit vous les Le Penistes, je trouve qu'il les stigmatise et que c'est pas une bonne tactique, je pense au niveau rhétorique. Mais c'est volontaire, hein. Ouais, mais enfin, en attendant, ils sont devant lui, quoi. Donc, moi, je sais comment aujourd'hui on m'a toujours dit que votre ennemi c'est l'extrême droite. Mais moi, depuis que je suis né, j'ai jamais connu l'extrême droite au pouvoir. Et depuis Nicolas Sarkozy, c'est eux qui font de l'extrême droite. Que ce soit la droite, le parti Manuel Valls avec la gauche, Macron avec ce qu'il a fait avec Castaner, le musulman. Ouais, voilà. Mais on est vraiment dans l'extrême droite. On est dans l'extrême droite. Moi, pour moi aujourd'hui, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils sont peut-être moins méchants, moins durs que
Ouais, moi, je vais tempérer quand même. Moi, je vais tempérer quand même parce que franchement, il faut dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. On va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Je vais pas moi cautionner un parti qui s'appelle le RN. C'est le FN, c'est la même chose. C'est des descendants de la filiale Le Peniste qui, je rappelle, a torturé des Algériens, des Algériennes en Algérie. Moi, je connais la grand-mère d'un ami à moi qui a été torturée par Le Pen en personne. Donc, vous savez qu'il y a eu des saisies au niveau justice et il y a échappé entre guillemets, mais on va pas se voiler la face. Après, les gens, vous savez, on peut arrondir les angles. Moi, je peux mettre un costume, être un voyou et mettre un costume pour m'insérer dans la société, puis commettre mon délit une fois que tout le monde a un peu baissé la garde. Donc moi, on va pas se mentir, c'est pas que c'est le premier parti de France, c'est que c'est le premier parti de France dans une France qui est absente dans le vote. C'est-à-dire que si nos jeunes et si les quartiers, si les gens qui sont concernés par la misère, etc., votaient, notamment les plus jeunes, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ilham, je suis d'accord, eh bien, ça ne serait pas le premier parti. Sauf que malheureusement, on a ce défaut d'être un peu anesthésié, où on se dit ça sert à rien, etc., etc. Moi, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Sénat, j'ai regardé, je découvre les faces du Sénat, et je me dis, ah ouais, c'est là que les choses se passent, bien sûr, avec l'Assemblée nationale. Et je me dis, finalement, moi je suis pas dans la politique, c'est pas mon, on va dire, mon créneau. Je suis dans l'artistique. Si tu te présentes, moi, dans l'engagement. Moi aussi, je vote pour toi, moi. Voilà, je suis dans l'engagement, mais tu vois, à travers ce que je fais à la radio, parce que j'ai des prises d'opposition qui sont claires, mais très sincèrement, c'est parce qu'on est absent. Mais aujourd'hui, je dirais grâce à Dieu, on a des gens qui sont instruits. Il y a plein de jeunes talents qui arrivent, qui émergent. Et ces jeunes talents qui arrivent, eux, ils demandent rien à personne. C'est-à-dire, ils attendent rien de personne. Ils vont prendre leurs responsabilités, ils vont arriver à des postes tôt ou tard et prendre le contrôle. Moi, j'ai rencontré des gens récemment, des numéros 2 d'une grosse société, je ne vais pas la citer, française de télécommunications, et la personne est d'origine algérienne et elle assume son algérianité, et toute la boîte sait par exemple qu'elle est franco-algérienne. Ça veut dire qu'on va plus se cacher. C'est ce que je disais tout à l'heure. On est des citoyens à part entière, on contribue à l'économie, on fait avancer le pays, n'en déplaise à certains, il faut faire comme avec les Américains. Il ne faut pas attendre, comment dirais-je, qu'on vienne nous donner quelque chose, il faut aller le chercher. Et moi, quand j'ai des potes à moi qui sont dans l'entrepreneuriat, je leur dis, hey, les gars, tu n'as pas réussi à développer ton activité au sein d'une entreprise, crée ta start-up, frère. Lève des fonds, etc. Là, je vais recevoir à la radio des jeunes qui ont levé 18 millions d'euros. Ils sont 6, des start-upers, des mecs de banlieue qui ont un cerveau, qui ont étudié et qui n'ont rien attendu. Et qui vont développer leur business parce qu'on ne leur a pas fait confiance. Et eux, on n'en parle jamais d'eux. C'est ça. Non, on ne les met pas en lumière, c'est vrai. Exactement. Juste, on va conclure sur ça. Pour petit rappel, le parti justement de le FN, l'ancien FN, parce que maintenant c'est le Rassemblement national, a été fondé à la base par des nazis, des néo-nazis. Et n'oublions pas les propos à l'époque, dans les années 90, de Jean-Marie Le Pen, quand on parlait des chambres à gaz, où il a dit ce n'est qu'un détail de l'histoire. C'est ça, le négationnisme dont on parlait tout à l'heure. Donc moi c'est pour ça que j'ai vraiment du mal, et pour moi ça restera quand même, on peut pas créer quelque chose, comme il disait, mettre un costume et dire non, on a changé, les mauvais c'est de l'autre camp, nous on est non, parce que ce qu'il dit Jackie, il a raison, mais moi quand je dis ça, parce qu'en fait, quand on voyait par exemple l'AFI à Marseille, ils ont pris des territoires, des circos, ils mettent des candidats dans des circos gagnables. Ah oui, mais c'est la spécialité. Mais ils vont pas s'affronter, ils vont pas affronter des candidats qui sont de l'extrême droite pour pouvoir voir si, parce que Bompard il est venu dans un secteur où vous mettez une chèvre, il aurait gagné. J'aurais préféré qu'il aille dans un secteur où il y avait par exemple Stéphane Ravier. En banlieue parisienne, pareil. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, soit vous prenez le raccourci, comme vous êtes un peu carriériste politique, vous prenez une carte d'extrême droite et vous êtes élu forcément, soit vous voulez avoir un confort et vous affrontez jamais l'extrême droite. C'est eux qui font que l'extrême droite grandit. Oui, parce qu'ils veulent séduire un côté en fait. Oui, ça, moi aussi je suis d'accord. LFI, on en a déjà parlé. Après, moi, il y a des personnes de LFI que j'apprécie. Alma Lefour, il y a des gens vraiment que moi sur LFI que j'aime beaucoup. Après, oui, j'ai du mal des fois avec Mélenchon et ses prises quelquefois qui sont très maladroites pour moi. Mais bon, pour moi, après, l'extrême droite. Non, mais pour moi, ils font quand même pas mal le lit aussi de l'extrême droite sur certains points. Oui, bien sûr. Et c'est en ça que c'est très dangereux et que maintenant, il va falloir qu'on se mobilise autour d'un candidat. Mais pour rebondir sur ce que tu disais... Allez, on va demander à Kim de se... Bah oui, justement, c'est que moi, je me demande, c'est que pourquoi nous abstenons-nous. Moi, je fais partie des abstentionnistes qui arrivent qu'au second tour, je l'admets. Pourquoi ? Déjà parce que le vote blanc n'est pas reconnu, donc l'abstention est calculée, voilà, et qu'il y a une crise de confiance politique.
Comme tu disais, à chaque fois, ils nous vendent un programme et derrière. Mais après, ça te force à te choisir entre la peste et le choléra. C'est pour conclure, si tout le monde pense comme ça, c'est pas. Tu sais, tu devrais. Moi, je vote un premier, deuxième, parce qu'après, on te force à choisir entre la peste et le choléra. Mais alors que si tu t'affirmes dès le début pour faire barrage. Ouais, je sais, mais juste pour conclure sur le sujet, pour ma part, moi, mes enfants, par exemple, je les force à aller voter. Ah oui, degré ou de force. Bon, limite, je mets le bulletin, non, je plaisante. Mais bah quoi, c'est la démocratie, quoi. Je veux dire, influencé, mais c'est la démocratie. Je veux dire, bon, non, mais en tout cas, c'est important parce que on a été une variable d'ajustement, on va dire, dans la société française. Et les socialistes, moi, je suis de gauche. Je me suis jamais caché que j'étais de gauche, sauf que les socialistes ont manipulé les gens comme nous quand on était jeunes, avec les SOS racisme et j'en passe des meilleurs. Ils nous ont fait croire des choses, ils nous ont endormis. Aujourd'hui, on taxe LFI d'être on va dire, d'utiliser le vote musulman, etc. Mais tant mieux pour eux, je veux dire, qui va leur reprocher ça, puisque ça a toujours été fait par les socialistes à l'époque. C'est vrai. Donc au moins eux, ils l'affichent, c'est clair. Mais limite, sous-entendu, pourquoi on prend en compte les musulmans déjà? On est dans une autre réflexion. Oui, encore, tu vois, bien sûr. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est la logique du moindre mal. Moi, quand je vais voter, je regarde le candidat de gauche le mieux placé. Franchement, je me pose pas la question. Si c'est un écologiste, bah vas-y, je vote écologiste. Si c'est un mec de LFI, ça sera LFI. Si c'est un socialiste ou un communiste, c'est la même chose. J'essaie de réfléchir comme ça. Après, à chacun ses positions, évidemment, et elles sont respectables. Mais l'extrême droite, non, jamais. C'est impossible. Exactement. Non, moi, c'est vrai, comme je suis anarchiste, j'ai un peu tendance. Bon, on va conclure sur ça. Et tout de suite, on va passer à LOL ou pas LOL. Je suis ravie parce qu'on va parler musique et justement on a toi DJ Kim et Colo justement. Yes. Et j'aimerais aborder un sujet avec vous. La musique justement, tu étais double disque de platine. Tiens en plus, tu me l'as dit en off. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence aujourd'hui entre le système musical qu'il y avait il y a 20 ans et aujourd'hui, justement avec cette ère, avec TikTok qui arrive, avec en fait déjà c'est beaucoup plus dur d'être disque des platines aujourd'hui, quasi même impossible, voire pour certains artistes. Bah écoute, effectivement, la musique, elle évolue au gré de la société, c'est-à-dire qu'il y a des évolutions technologiques, il y a des évolutions aussi de style, de courants musicaux, et il y a aussi l'oreille du public qui s'affine et qui s'habitue à certaines sonorités. Et effectivement, moi, à l'époque où j'ai eu la chance de passer régulièrement en radio, etc., c'était encore l'époque du CD. C'est-à-dire qu'il y a du CD physique qui se vendait encore. Aujourd'hui, on est passé dans une autre ère, c'est l'ère du streaming. Et donc, ça a changé pas mal de choses. Maintenant, on parle d'algorithmes, on parle de tendances TikTok, etc. Aujourd'hui, les maisons de disques, quand elles signent des artistes, elles les obligent quasiment à publier des TikTok tant de fois par mois. Ça fait partie des contrats maintenant. Donc, effectivement, tout est devenu digital. Et moi, par exemple, au niveau de mon label, au niveau des jeunes artistes, effectivement, le digital, il est important de travailler avec des gens qui maîtrisent un petit peu le marketing digital. Mais je tiens aussi à ce qu'il y ait cette relation, cette proximité, rencontrer les gens. Donc, à chaque fois que j'ai l'opportunité de les amener avec moi en showcase, je le fais pour qu'ils puissent effectivement faire leurs armes effectivement sur scène. Et pas compter que sur le digital, parce qu'effectivement c'est primordial aujourd'hui, mais ça reste la musique un métier où on partage avec les gens, on rencontre des humains, et donc c'est important de garder ce lien-là, quoi. Kim, est-ce que tu penses que TikTok a changé la musique, plus ou moins l'industrie de la musique, pardon, je me reprends. Oui, je pense qu'il faut être présent sur tous les supports, on va dire, digitaux qui sont disponibles, les utiliser comme des outils de promotion. Moi j'ai bossé j'ai fait des contrats avec de nombreuses maisons de disques. Je dois être un des DJ français qui a peut-être fait le plus de compiles chez Vagram, chez Warner et Universal autour du rail et du rail R&B. J'avais eu la chance moi d'avoir deux disques d'or et j'avais le premier sur notamment Opération Rail qui était la première compilation rail mixée au monde. Donc Opération Rail, on l'avait tous. C'était incroyable pour moi parce que je sortais de mon quartier, j'avais jamais fait de musique à part un titre que j'avais produit qui s'appelait Reggae Rail, qui avait eu un gros succès, c'était un tube exactement. Et elle la connaît par cœur. Avec Sissi Rider et Cheb Tariq à l'époque. Et quand j'ai fait Opération Rail, j'ai découvert ce milieu, je connaissais rien. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un disque d'or sur mon premier disque, c'était juste inespéré. Quand on m'a appelé, on m'a dit ouais, t'as fait 100 000 sorties de caisse. Je comprenais rien du tout à 100 000 sorties de caisse. Je me retrouvais avec des pubs sur la première chaîne de française à 20h30. Khaled il m'appelait, il me dit wow,
t'es le premier arabe qui fait une pub à Incroyable. 20h30 sur cette chaîne et tout. Même moi, j'ai pas eu. Il y avait Omar Sharif quand même. Ouais, c'est vrai, avant moi. Mais lui, c'était pour le tiercé. Lui, c'était mon dada. Lui, c'était autre chose. C'était un autre délire. Le tiercé, c'est mon dada. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que c'était une fierté. Aujourd'hui, ça a évolué. On est dans l'ère du digital. Mais malgré tout, comme l'a dit Colonel Rayel, il faut être proche du public. Donc moi, dans ma carrière, j'ai tout fait. C'est-à-dire, j'ai fait les mariages, j'ai fait les chichas, j'ai fait Bercy, j'ai fait des stades comme le stade du 5 juillet en Algérie. Ouais. J'ai fait 300 000 personnes dans un festival rail. Donc j'ai tout connu, je connais tout. Et tous ces publics, j'ai toujours plaisir à les rencontrer. Et il ne faut jamais dénigrer l'endroit où on est, c'est-à-dire qu'il faut tout considérer. Bah, parce que quand j'ai fait le titre Rachid System avec Cheb Bazaounia et Rimka, Ananda Barrassé, le carton, il a démarré des mariages. Ouais. Oui, toujours. Beaucoup de musique, ouais. Et Rimka, qui au départ plaisantait sur le titre quand on l'a enregistré, il faisait comme ça. Comme ça. Il n'y croyait pas vraiment à fond. Et il s'avère que un mois après, ça a vraiment tout pété. Et il m'a dit, ouais, Kim, il me faut absolument que je le mette dans mon album. Il était chez Sony. Et c'est ce qui a porté à ce moment-là son album, c'était le destin. Donc aujourd'hui, on est à l'ère du digital, du numérique. Faut rentrer dedans, faut partager, faut envoyer. Et là, je suis en indé. Et je continue à faire prospérer mon label, je continue à faire des prods. Et puis la musique, c'est des cycles. Parfois, vous êtes à l'affiche, parfois non. Et puis pour un oui, pour un non, on redevient numéro 1. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Grâce au réseau, justement. Voilà, exactement. Tu as des artistes, comme on en parlait tout à l'heure, qui ont réémergé, entre guillemets, grâce à ça. C'est ça. Tu as des vieux tubes qui sont revenus. Après, il y a le travail de fond à faire pour moi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les artistes qui perdurent. Pour moi, c'est un signe de professionnalisme, de travail, de qualité. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui éphémères, malheureusement, qui montent, qui cassent tout pendant un été et qui n'existent plus. Je pense que le maître mot de tout ça, c'est qu'il ne faut pas se prendre au sérieux, mais faire vraiment les choses kiffer, en fait. sérieusement et rester les pieds sur terre en se disant attention, je suis monté super vite, mais je vais descendre, mais comme en balle. Donc voilà. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire, Kim, par exemple, avant pour être disque d'or, on devait vendre un certain nombre 100 000. Voilà, 100 000. Aujourd'hui, je pense que pour 50 000 équivalents. C'est ça, 50 000 et c'est en streaming en plus, c'est plus en réel. Oui. Donc on voit bien qu'il y a une différence. Est-ce que tu penses que du coup le digital a durcifié l'industrie du musical ou du coup non, a facilité? Pourquoi justement on voit cette de 50% en fait? Moi, pour ma part, je pense qu'avant, le plaisir était dans l'objet, c'est-à-dire que ceux qui ont fait la démarche d'aller dans un Carrefour, un Auchan, une Fnac, un Virgin pour acheter ton disque, ils se déplaçaient l'acheter et l'objet ils le gardent. Moi j'ai des gens aujourd'hui qui me sortent mon CD, qui me le font dédicacer dans des soirées. Je suis choqué, moi je les ai oubliés en fait. Non mais c'est vrai que c'était magnifique quand tu avais ta collection de CD 2. Moi j'en avais. Mais là c'est impersonnel. L'artiste c'est une image. Mais on n'a rien de lui, entre guillemets, quand il n'y a pas de CD. Je veux dire, tu vas dans la chambre, il n'y a rien. C'est pas palpable. Alors que là, par exemple, voilà, peut-être que tu as un disque d'un artiste que tu as aimé il y a 25 ans et tu l'as encore chez toi et tu te dis, je le donnerai pour rien au monde. Je suis d'accord avec toi, mais à contrario, tu n'as peut-être plus le physique, mais maintenant, tu as les réseaux sociaux. Oui, mais c'est pour ça que tu as des artistes qui ont des millions de followers, mais en vérité, ouais, mais le problème, en fait. Il y a un truc qui est mort. On n'est plus dans l'artistique pur. Mais il y a un truc qui t'induit parfois en erreur. Tu sais, il y a plein de gens qui ont des millions de followers et qui remplissent 0 salle. Ouais, ça, je sais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois même au like déjà. Moi, voilà, exactement. Je veux dire, moi, je suis dans un média, j'ai admettons 30 000 followers ou 33 000 followers qui me suivent par exemple sur Insta, et il y en a que 100 qui like. Ça veut dire que tout le monde ajoute tout le monde. Ça veut pas dire que les gens sont prêts à être solidaires avec toi et à te soutenir. Un autre truc que j'ai posé, justement le fait qu'il y ait Spotify, toutes ces YouTube Music, Deezer et autres, est-ce que ça aussi du coup ça n'a pas fait qu'on sélectionne un peu les artistes qu'on aime et qu'on ne va plus justement acheter leur album sur ces plateformes et qu'on écoute en fait, on écoute comme on consommerait un McDo ou autre? Est-ce que justement en fait, si tu veux, aujourd'hui déjà le nombre d'artistes il a explosé puisque faire de la musique aujourd'hui c'est pas comme faire de la musique à l'époque. À l'époque il fallait aller en studio d'enregistrement. Il fallait planifier des semaines d'enregistrement, etc. Aujourd'hui, n'importe quel jeune avec un ordinateur, il peut s'enregistrer. Jules. Voilà. Mais Jules, moi j'adore. Jules, il est là. C'est ce que dit le colonel, il était dans sa chambre. Effectivement, le nombre de chansons, le nombre d'artistes a explosé. Donc effectivement, aujourd'hui, le public, il a trop de choix, quoi. C'est-à-dire que j'avais vu une statistique comme quoi il y avait 100 000 chansons qui sortaient par jour. Wow. Donc il faut réussir à se démarquer. Je vais sortir ma chanson. C'est compliqué, c'est pas mal tout à l'heure la Rousseau, hein.
Bah grave, en plus tu fais de la danse et tout, donc. Ah, je danse, je peux, non? On a DJ Kim à l'instru, on a tout ce qu'il faut là. Non, mais avec Colo. Aujourd'hui, c'est vrai que à l'ère digitale et numérique, c'est vrai que tout artiste peut avoir la chance d'être vu et entendu. On n'est plus sous la coupe des maisons de disques qui, à l'époque, décidaient de tout, entre guillemets, dans certaines carrières. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ce problème parce que j'ai toujours été un peu. J'en ai fait qu'à ma tête, mais certains, les pauvres, j'en ai reçu, hein, même en radio. Hein, ils n'avaient pas trop le mot. Ils avaient 20 titres. Les radios aussi qui vous mettaient la pression. Oui, bien sûr, les radios qui ont pignon sur rue et qui influencent on va dire la musique, qui dit non, nous on voudrait ça, un couplet comme ça. Qui rachetaient les éditions. T'es là pour diffuser ou t'es DA? Tu vois ce que je veux dire? En fait, mais c'est devenu comme ça. Ah, c'est devenu comme ça. En fait, l'ère de l'industrie musicale a complètement changé. Complètement changé. Complètement. Et puis bon, l'avantage, c'est que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'être avec le digital partout. Oui. Après, les radios, il y a une baisse de la médiamétrie, mais ça a tendance à revenir parce que les gens, ça y est, ils sont gavés des playlists et l'humain revient à l'humain. On a une chance sur Terre, c'est que l'humain ne peut pas vivre seul. Ouais, donc tu peux écouter ta playlist dans ta voiture, mais au bout de 3 heures, tu vas mettre la radio pour écouter du talk, un mec qui raconte n'importe quoi, par exemple moi, en l'occurrence, et juste parce que tu l'aimes pas, mais au moins tu entends une voix humaine. C'est ça, les podcasts qui cartonnent pour ça. Voilà. C'est très bien, on a envie de retourner à la radio. Donc on y retourne et on y revient, et là on le voit, certaines radios progressent alors qu'on avait eu tendance à tous chuter, et ça va revenir parce qu'on est de plus en plus individualiste, on est... Et la musique, après, il y a deux types de musique. Il y a des messages profonds pour des gens qui écrivent des textes. Et moi, des fois, je ne me cache pas, je fais de la musique de consommation jetable. Ça veut dire, c'est pour un été, tu danses, tu bouges, tu kiffes, etc. C'est un business. Après, chacun voit évidemment midi à sa porte en fonction de la carrière qu'il a envie de développer. Okay. Eh ben, super, on va conclure sur ça. Et c'était une émission très agréable en tout cas. C'était un plaisir de tous vous recevoir. Kim, franchement, c'était un plaisir. Tu reviens quand tu veux, tu es chez toi ici. Eh ben, écoute, merci beaucoup de ton invitation. Vraiment, Yatek Saha. Moi, je voudrais dire un big salam à tout le monde en les remerciant d'avoir suivi l'émission. Et je vous donne rendez-vous tous les matins sur Beurre FM entre 7h et 10h dans la matinale et entre 17h et 19h pour Happy Beurre. C'est mon rendez-vous. On vous fait gagner plein de cadeaux. On a plein d'invités qui viennent nous voir, dont Colonel Ryan de temps en temps, dont la frangine aussi qui vient de temps en temps quand elle veut. Et vraiment merci à tous et 1, 2, 3, ça bouge pas. Chélie, ça va? Ça a été une bonne émission? Ouais, il fait très chaud, mais ça a été super. Hakim, c'était un plaisir aussi de te recevoir. Vraiment, merci beaucoup. Et merci pour mais maintenant, je sais que je peux gratter le train. Je connais Hakim, c'est mon poteau, le contrôleur. Avec plaisir. Hakim, tu nous donneras des suites de l'affaire. Vraiment, on la suivra en tout cas de très près. Avec plaisir. Eh ben, écoute, super. Colo? C'était un plaisir d'être avec vous. Je t'appelle Colo, genre c'est la famille. À chaque fois que tu dis Colo, moi je pense à Colo Moigny, moi. Ah, Colo Moigny. J'ai pas voulu le dire. Moi j'aurais mis le but en finale. J'aurais mis le but en finale. Ouais, mais c'est pas bien. Balle perdue. Il y a un autre artiste qui s'appelle aussi Colo, hein, que tu connais, que Colo, qui est un jeune rappeur aussi qui est très talentueux. Donc, yes. Voilà. J'envoie aussi un big up à une artiste de Toulouse qui est venue aussi aujourd'hui, qui s'appelle La Pascualidad. Elle sort son premier EP le 21 juin, jour de la fête de la musique. Ok, d'accord. Et donc voilà, on lui envoie un gros big up. Ok, d'accord. Chap. Écoute, ça a été un plaisir. Je suis passé de l'autre côté. T'as vu pour la première fois, ça y est, je lâche plus la prise. Et on embrasse Abdel. Hein. Ouais, gros bisous à Hannibal Prod. Ouais, qui était content que tu sois avec moi. Vrai gars, c'est un vrai gars du game et un mec sérieux. Et il était content, il m'a dit trop bien, t'as pris Cham, c'est super, la famille. Ouais, parce qu'il y a quand même un mercato, les amis. Je vous expliquerai après. Non, mais c'était un plaisir en tout cas. Oui, moi j'ai juste un petit message à passer. Je voudrais faire un gros bisou à Kouka qui donne beaucoup de son énergie à aider les enfants malades et à les égayer. Donc voilà, pour son association. Mon père devait m'envoyer le nom, il ne me l'a pas envoyé. Mais elle va sur les enfants malades de l'hôpital? Voilà, exactement. Et elle organise aussi des collectes. Des collectes? Eh ben on l'embrasse et Neven aussi. Voilà. Merci. Bisous. Eh ben merci à tous en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, liker et commenter. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.